Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, Quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle du plus tragique complot sanitaire, le sida. Imaginez, le sida n'est pas la maladie que vous croyez. La CIA serait en fait à l'origine de la conception de ce virus. Avec un objectif inavouable, Décimer les populations noires, aussi bien sur le sol américain que sur le continent africain. également dans le viseur du puissant service secret, la communauté homosexuelle. Les campagnes de vaccination, les traitements administrés aux malades ou les missions humanitaires ne sont au mieux qu'une couverture. Au pire, un moyen d'inoculer le virus. Si virus il y a. Il est aussi évoqué ça et là que le sida n'existe tout simplement pas. La complicité du milieu médical serait alors d'une ampleur inégalée. Ils sont les responsables principaux, puisqu'on dit aussi que le sida pourrait être finalement un accident industriel. Vous l'avez compris, c'est un sujet grave. On en parle dans Tous Parano aujourd'hui. Martine, alors, qu'est-ce que tu deviens? Je suis séropositive. Mais non, c'était pour déconner. Tous parano. L'origine du sida a dès le début suscité toutes les controverses. Selon la théorie officielle, la maladie provoque un dysfonctionnement des défenses immunitaires, entraînant la mort du patient qui ne peut se défendre contre de multiples infections. Et ce dysfonctionnement serait dû au VIH. La très grande majorité des scientifiques considèrent d'ailleurs que le VIH aurait pour origine le VIS. Virus d'immunodéficience simienne, donc chez les singes. Et le VIS aurait muté et le singe l'aurait transmis à l'homme. Le mode exact de transmission n'est pas connu, mais il aurait pu s'agir d'une contamination par voie sanguine au cours de travaux de boucherie, dans le cadre de la chasse par exemple. On considère aujourd'hui que le VIH serait d'abord apparu dans le bassin du Congo, et ce, dès les années 20, avant de progressivement se propager jusque dans les années 80. Alors, contrairement à cette version officielle du sida, la théorie du complot la plus répandue suggère que le virus est une création humaine. Oui, le sida aurait volontairement été créé en laboratoire par le département de la défense des États-Unis, et ce, dans le cadre d'un programme secret consacré au développement d'armes biologiques. Nous sommes dans les années 50-60, l'administration américaine aurait souhaité disposer d'une arme permettant d'éliminer des franges entières de la population mondiale, et notamment dans les pays pauvres, comme réponse potentielle à une surpopulation. Un virus mortel semble être la solution la plus efficace et directe. Et ce, d'autant plus que la paranoïa gagne les agences de renseignement américaines. Si les soviétiques parviennent à développer un virus mortel avant eux, les États-Unis ne pourront les contrer. C'est les années 50-60, on est en guerre froide. Le sida serait donc un virus créé par les États-Unis. Enfin, en tout cas, le premier qui développe cette théorie et qui participe à sa propagation, c'est un biologiste soviétique à la retraite, du nom de Jacob Segal. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Jacob Segal. Alors lui, il est né à Saint-Pétersbourg en 1911 dans une famille juive. Il est communiste engagé. Il émigre en France pour effectuer ses études. Il obtient d'ailleurs un doctorat à la Sorbonne en 1936. Il combat aux côtés de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment dans les rangs communistes. Oui, tout à fait. Et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, lui, il décide de passer à l'Est. Et il devient professeur de biologie à l'université Humboldt à Berlin-Est. Il effectue ensuite quelques séjours à l'étranger, notamment à Cuba, au Mexique, et puis il fonde son propre institut de bactériologie appliquée avant de prendre sa retraite. Là, on est en 1971. C'est la trajectoire finalement relativement discrète d'un brillant scientifique soviétique à l'époque. Alors on vous parle de lui parce que, après sa retraite, 15 ans plus tard, il fait pour la première fois parler de lui aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. Oui, il fait parler de lui en publiant en 1986 un texte qui s'intitule « Le sida, sa nature et ses origines ». Et il y affirme plusieurs choses.
Déjà que le virus a été créé à Fort Detrick. Donc il y a une localisation précise du lieu de création du virus. Fort Detrick, c'est le grand centre médical militaire américain qui est situé dans le Maryland. Oui, bien connu. Le célèbre professeur Robert Gallo, considéré comme le co-découvreur du sida, selon la théorie officielle, aurait dirigé les recherches là-bas. Mais surtout, Segal, ce qu'il affirme, c'est que l'armée américaine aurait ensuite testé les virus sur des prisonniers, et ce en échange de leur liberté. Et alors, au bout de 6 à 12 mois, aucun symptôme n'étant apparu du fait de la longue période d'incubation du virus, eh bien le Pentagone aurait conclu que ce virus mis au point était inefficace. Et c'est ainsi que les cobayes sont relâchés dans la nature, ce qui cause, selon cette toute première théorie, le début de l'épidémie du sida. Tous parano. Alors, au milieu des années 80, donc apparition de la maladie, beaucoup de fantasmes gravitent autour de l'apparition du sida. En tout cas, les opinions de Segal font l'objet de nombreux articles de journaux. Oui, on peut dire que sa théorie fascine. On peut citer par exemple la célèbre émission d'info américaine, le CBS Evening News, qui l'invite, ce qui permet de relayer ses accusations. From around the world and from CBS News headquarters in New York, this is the CBS Evening News with Dan Rather. Good evening. Émission à grande audience, très connue là-bas. Segal séduit par son engagement, de nombreux séropositifs en tout cas, aux États-Unis et en Europe. L'occasion est trop belle, l'URSS va utiliser son travail. Alors, comment ? En diffusant massivement les thèses de Segal, déjà lors de la 8e conférence des non-alignés en septembre 86, alors sous le nom Rapport Segal. Et ce rapport Segal fait alors le tour du monde. Il faut comprendre que dans plus de 70 pays, les idées de Segal sont relayées par la presse de gauche. Alors autant le dire, si le rapport Segal a bien été utilisé par l'URSS comme un moyen de propagande dans le but de nuire à l'image des États-Unis, il semblerait en fait que la superpuissance communiste soit même à l'origine de toute la théorie. C'est ainsi que Jacob Segal ne serait simplement pas un scientifique soviétique à la retraite, mais bien encore le rouage essentiel d'un complot orchestré là par le KGB, avec l'aide de la Stasi, c'est-à-dire les services secrets allemands. Et ce complot est connu sous le nom Opération Infection. En version originale, peut-être ? Opération Infection, comme on dit au fin fond de la Sibérie, c'est ça que tu voulais entendre. Le but de l'opération Infection, voilà, consiste à, je crois que vous commencez à le comprendre, à utiliser tous les moyens pour propager l'idée que les États-Unis avaient créé le virus du sida. C'est de l'intoxication, quoi. Autrement dit, à l'origine même du complot du sida, on trouve donc un complot dont le but est de faire croire à un complot. Poupée russe un peu. Gigogne, quoi. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'on dispose de nombreuses preuves, en fait. Qu'on se comprenne bien, un an après la fin de l'Union soviétique, les Russes ont admis que la plupart des documents accusant les États-Unis d'être à l'origine du sida provenaient bien du KGB. Tous parano, Tous parano. Alors, je me répète, mais au milieu des années 80, personne en Europe ou aux États-Unis n'est encore conscient que les discours complotistes face à l'épidémie du sida s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de désinformation menée par l'URSS. Oui, ça on le saura 10 ans plus tard. La version officielle concernant l'origine du sida est encore en formation, puisqu'elle ne s'impose pas encore dans tous les milieux, et notamment parmi les activistes homosexuels les plus radicaux. Oui, c'est bien que tu parles d'eux, parce qu'on va assister petit à petit à un glissement. La théorie du complot du sida va en effet connaître une évolution, parce qu'on va progressivement passer à une conception du sida perçue comme un virus eugéniste, directement dirigé contre des communautés bien identifiées. Et là, oui, bien identifiées, parce que c'est bien au sein de la communauté gay que le virus apparaît aux États-Unis. Et là, c'est la nouvelle maladie qui tue, et qui est d'ailleurs même surnommée le cancer gay au début des années 80. Quelques cas de cancer de ce type ont fait leur apparition en France. Un groupe de chercheurs y travaillent et ont lancé un appel aux médecins pour leur signaler des cas de ce type. Pour l'instant, toutes les hypothèses sont possibles. Un virus qui affaiblirait la résistance de l'organisme et dont la multiplicité des contacts dans la communauté gay favoriserait la transmission. L'usage des drogues, notamment certains excitants cardiaques, les poppers, fort prisés par les gays. Ou bien la vie sexuelle très intense, ou bien Dieu sait quoi. Pour de nombreux militants radicaux, l'apparition du sida ne doit rien au hasard. Le virus, en fait, c'est un outil de guerre biologique destiné à éradiquer la communauté homosexuelle.
Alors, quelles sont les raisons qui ont rendu possible le développement au sein même de la communauté gay de l'idée d'un complot prenant la forme d'un génocide des homosexuels ? D'abord, on a le nombre de morts issus de cette communauté, le traumatisme qu'a suscité cette nouvelle maladie qui a semblé frapper d'abord sélectivement les gays plutôt que n'importe quel autre groupe. Il y a aussi les incertitudes sur l'origine de la maladie propice à la propagation d'une contre-théorie. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est les nombreuses attaques dont les homosexuels font l'objet de la part des conservateurs chrétiens. Le sida, finalement, c'est un châtiment voulu par Dieu pour punir l'immoralité et la débauche. Alors au final, pour les militants gays, l'adhésion à l'idée d'un complot à l'origine du sida s'inscrit dans une logique, celle qui consiste à extrapoler les discours de haine dont ils sont victimes à un projet d'État d'extermination totale des membres de leur propre communauté. Tous parano. La croyance en un plan génocidaire contre les gays trouve un partisan essentiel en la personne du docteur Alan Cantwell. C'est un médecin, un dermatologue, on précise, de Los Angeles. Oui, il publie un livre en 1993. Le titre est clair, Le sang des homosexuels, les secrets du complot du sida. Et dans ce livre, il défend une thèse qui, bien qu'elle soit sur certains points proches de celle de Jacob Segal, s'en éloigne sur d'autres. Proche de Segal parce que, pour lui, il ne fait aucun doute que c'est bien l'armée américaine qui est derrière la création du sida. Mais Cantwell, il cherche surtout à expliquer comment le virus n'a touché initialement que les gays, ce que la version officielle ou le rapport Segal ne parviennent pas à faire de manière convaincante. Oui, et finalement tout repose sur cette question, pour citer Cantwell, comment une maladie sexuelle transmise par voie hétérosexuelle en Afrique a pu être transportée à New York pour infecter seulement de jeunes blancs homosexuels. Écoutez Cantwell. Comme vous le savez, j'ai retracé l'origine du sida aux États-Unis. Les programmes scientifiques gouvernementaux avaient recours à des hommes gays à New York, San Francisco, Los Angeles et dans d'autres villes. Et dans ces expérimentations, les gays étaient des cobayes. Je ne crois pas que le sida en Amérique soit venu d'Afrique, comme ils veulent nous le faire croire. Son origine, à mon avis, c'est ceux qui ont été en 1978 victimes de ces expériences du gouvernement, c'est-à-dire des hommes gays vivant à New York, des hommes jeunes et en excellente santé. Si le virus a bien été créé dans les laboratoires de Fort Detrick, dans le cadre donc d'un programme secret militaire, il n'aurait pas été testé sur des prisonniers par contre. Oui, selon la version de Cantwell, pour mesurer l'efficacité meurtrière du virus, l'armée et la CIA auraient cette fois-ci monté en fait une étude médicale bidon. Oui, là on aurait fait croire au test d'un nouveau vaccin contre l'hépatite B, alors qu'on allait de fait inoculer le nouveau virus du sida à d'innocentes victimes. Selon la théorie de Cantwell, tous reçoivent un vaccin délibérément contaminé par le sida. Ce qui est vrai, de fait, dès 1979, c'est parmi les vaccinés de Manhattan que les premiers cas de sida connus sont d'abord apparus. Mais plus troublant encore, 14 ans après les faits, soit en 1993, c'est-à-dire au moment de l'apparition du livre, 93% des sujets qui ont été vaccinés à l'époque contre l'hépatite B sont désormais morts du sida. Ça va nous rendre parano tout ça. Après les homosexuels, à la fin des années 80 et au début des années 90, c'est une seconde vague de contamination qui affecte cette fois-ci les populations noires des centres-villes. L'épidémie, aggravée par la toxicomanie, touche des familles entières. Donc là, on change de communauté, et c'est la même suspicion qui gagne du coup la communauté afro-américaine par un phénomène de transfert d'une minorité à l'autre. Le sida, selon cette deuxième théorie, sera en fait un virus qui a été conçu dans le but de décimer la communauté noire. Une nouvelle théorie qui va gagner très vite en popularité. Grâce notamment à un personnage, avocat afro-américain et vétéran de l'US Navy, Boyd Graves. Boyd Graves va jouer un grand rôle dans la diffusion de l'idée que le sida aurait été fabriqué par le gouvernement américain pour affaiblir la communauté noire. Il remarque que les Noirs, qui comptent pour 13% de la population, représentent 50% des cas de personnes frappées par le sida aux États-Unis. Et donc en 2002, lorsqu'il publie son livre State Origin, l'épreuve d'une naissance en laboratoire du virus du sida, cet ouvrage connaît un succès immédiat, d'autant plus que Boyd sait faire parler de lui. Avocat, il a de la verve. C'est un personnage connu dans le paysage médiatique qu'on entend sur cette question du sida. En septembre 1998, il dépose par exemple une plainte directement contre les États-Unis pour création, production et prolifération du sida.
Alors Geoffroy, quelles sont les preuves que Boyd Graves avance ? Dans son livre, il démontre l'existence du fameux programme militaire secret dont nous avions parlé, celui qui serait à l'origine de la maladie, où il exhume un document officiel des archives de la librairie du Sénat des États-Unis. Donc en accès libre, quoi. Ouais, un document qui porte le nom suivant, Programme de virus spécial des États-Unis. Oui, pour Graves, ce document prouve que sous couvert de recherche sur le cancer, le gouvernement américain serait derrière le sida et aurait dépensé plus de 550 millions de dollars pour développer le virus encore dans les années 60 et 70. En tout cas pour développer un virus qui serait ensuite devenu le sida. Et pour bien être compris, on parle de 20 000 notes scientifiques qui ont été exhumées par Boyd Graves. Avec des précisions ? Avec des précisions, effectivement, au jour près, on sait ce qui s'est passé, et ainsi on sait qu'officiellement, le programme spécial virus aurait débuté le 12 février 1962. On connaît même le responsable à l'époque, un certain Dr. Len Efflick. Et on sait qu'il aurait dirigé l'expérience depuis son laboratoire de l'université Stanford en Californie. On en sait les choses. Toutes les conditions sont réunies pour que le programme spécial virus se développe. C'est comme un Manhattan Project. Le projet qui a permis la création de la bombe nucléaire. Oui, et qui vise ici à élaborer un cancer contagieux qui tuerait sélectivement. Et là, l'éminent docteur Robert Gallo, que j'ai déjà cité, le célèbre et reconnu co-découvreur officiel du sida. Voilà, c'est Jacob Segal qui nous parlait déjà de Robert Gallo. Et selon Graves, Gallo et son équipe parviennent à produire le virus sous la forme où il est d'abord apparu justement aux États-Unis dès 1977. Oui, c'est là que ce virus mortel devient sida. Et les archives, là aussi, du programme spécial virus mentionnent des détails étonnants. Par exemple, les quantités de virus fabriqués. Oui. Alors, c'est des quantités industrielles. Et alors, suivant le plan élaboré par la CIA, le virus aurait d'abord été envoyé en Afrique, masqué dans un vaccin contre la variole. Puis, dans un second temps, et sous la forme d'une fausse campagne de vaccination contre l'hépatite B dont on a parlé, il aurait été introduit dans la communauté gay de New York et de San Francisco. Oui, Boyd Graves incorpore donc à sa propre théorie des éléments correspondant aux thèses d'Alan Cantwell. C'est un monde de parano. Vous êtes tous parano. Pour comprendre la pénétration de ces théories dans les esprits, plusieurs études estiment qu'environ la moitié des Afro-Américains adhèrent à cette théorie du complot. Et une bonne moitié également considère qu'un remède existe, mais qu'il est délibérément caché aux populations pauvres. Oui, alors comment expliquer qu'ils sont si nombreux parmi les Afro-Américains à penser que le sida c'est une création de leur propre gouvernement ? Il y a tout d'abord un certain ressentiment lié à la conscience d'appartenir à une communauté défavorisée. Et puis, parmi la communauté afro-américaine, il y en a qui ont de la mémoire. Cette sensibilité à la rhétorique complotiste du sida trouve ses racines dans plusieurs scandales sanitaires. On pourrait revenir sur l'un de ces épisodes dramatique qui a suscité un gigantesque trauma au sein de la communauté noire, qui explique beaucoup de choses. L'épisode connu sous le nom de l'étude de Tuskegee. Alors Tuskegee, c'est une ville de 11 000 habitants située en Alabama. Et là-bas, il se serait passé tout simplement la plus longue expérimentation humaine à but non thérapeutique de l'histoire de la médecine, puisqu'elle aurait duré 40 ans, de 1932 à 1972. On a reconstitué dans le détail le déroulement de cette expérimentation. Ce qui était au départ un projet initial de dépistage et de traitement de la syphilis dans la population noire avait complètement dérapé et s'était transformé en une expérience cauchemardesque. Donc là, ce qui est reproché à l'administration américaine, c'est d'avoir inoculé volontairement la syphilis. C'est plus de 400 individus noirs qui sont alors sélectionnés, suivis régulièrement, examinés durant toute la progression de la maladie et évidemment sans que jamais aucun traitement ne leur soit administré. Alors ces cobayes involontaires sont maintenus dans l'ignorance du mal dont ils souffrent.
Et ce qui est terrible aussi, Gaël, c'est que dans cette histoire, ce que ça montre aussi, c'est la collaboration. Les médecins, les infirmières, les pasteurs membres de la communauté noire. Les églises même ont été utilisées pour procéder à des examens corporels et des prélèvements sanguins. Donc, pour aller jusqu'au bout du cynisme, imaginez que quand un malade mourait, l'administration proposait de prendre en charge les frais d'obsèques, mais seulement dans le but d'obtenir des familles la permission de procéder à des autopsies pour la bonne conduite de l'étude. Bon. Vous l'aurez compris, le bilan de l'étude de Tuskegee est catastrophique. Plusieurs centaines de victimes sont décédées et également une image, une crédibilité brisée pour les autorités sanitaires américaines. En 1993, le gouvernement des États-Unis, par la voix du président Bill Clinton, a reconnu les faits et s'en est excusé. Alors voilà, vous comprenez que la rémanence de ce passé douloureux et véridique explique pour beaucoup pourquoi l'idée que le sida est un virus fabriqué par les Blancs pour éliminer les Noirs est si populaire au sein de cette communauté. Oui, en témoignent certains écrits, par exemple émanant du mouvement nationaliste Nation of Islam, selon lequel le sida serait bien une maladie créée par les Blancs. Par exemple, Louis Farrakhan, leader de la Nation of Islam, il a publiquement et à plusieurs reprises soutenu cette thèse. Lui, il inscrit le sida dans le grand récit mythique d'un complot blanc qui a pour but d'accomplir le Black Holocaust, un projet de génocide destiné à exterminer la population noire des États-Unis, mais aussi d'Afrique. Alors justement, je propose de tourner les yeux vers l'Afrique. À l'heure actuelle, plus de 2/3 des personnes séropositives vivent en Afrique subsaharienne. Ce déséquilibre mondial alimente bien entendu la thèse d'une volonté humaine criminelle derrière le virus. Alors le sida serait-il un moyen d'éradiquer les Noirs d'Afrique ? Cette idée a été reprise par pas mal de gens même respectables. Par exemple, Wangari Maathai, biologiste, militante écologiste, prix Nobel de la paix en 2004. Oui, première femme africaine à avoir obtenu le prix Nobel de la paix. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Il existe une deuxième grande théorie du complot concernant le sida. Oui, selon cette deuxième approche, le sida n'existe tout simplement pas. Ça simplifie. Voilà. Et ceux qui partagent cette théorie sont d'ailleurs souvent appelés les négationnistes. Négationnistes du sida. Ils préfèrent s'autoproclamer dissidents du sida. Et bien qu'ils viennent d'horizons très différents, ils ont tous le point commun de mettre en doute l'existence de la maladie, et plus particulièrement celle du virus supposé la provoquer. Puisque nous étions en Afrique il y a quelques instants, donc continent le plus touché par l'épidémie, c'est là aussi que cette croyance a trouvé ses plus fameux représentants parmi même quelques chefs d'État. Oui, parmi les dirigeants politiques, on peut citer l'ancien président sud-africain, le successeur de Nelson Mandela. Thabo Mbeki, oui. L'ancien président sud-africain a ainsi refusé de fournir des traitements antirétroviraux aux personnes séropositives au début des années 2000. Ça aurait coûté, selon les Nations Unies, la vie à plus de 300 000 personnes quand même. Son ministre de la Santé allait jusqu'à recommander l'utilisation d'ail, d'huile d'olive et de betterave comme traitement. Et un autre ancien chef d'État que l'on peut citer, l'ancien président gambien, Yahya Jammeh, lui était au pouvoir entre 1994 et 2017. Et il a déclaré à plusieurs reprises qu'il pouvait guérir les séropositifs, je cite, en 3 jours à base d'herbes et grâce à des pouvoirs mystiques. Pour lui, comme pour d'autres d'ailleurs, se convertir à l'islam peut constituer également une solution pour guérir. Et il y a un mythe aussi qui perdure, c'est qu'avoir une relation sexuelle avec une jeune fille vierge pourrait permettre la guérison. Oui, la maladie du sida serait bénigne, on en aurait juste exagéré les traits. Blablabla, on te fait croire tellement de conneries dans la vie. Alors du côté des scientifiques, on trouve certains chercheurs de renom qui nient également que le VIH provoque le sida. Oui, ça peut paraître un petit peu plus étonnant. Il y a d'ailleurs une liste de 2700 dissidents du sida qui est disponible sur Internet et parmi lesquels on trouve un nombre important d'universitaires et aussi 2 prix Nobel de chimie. Alors là, on va vous en citer un. C'est le chercheur dissident le plus réputé, le plus influent. Son nom est Peter Duesberg. C'est un professeur de biologie à l'université de Berkeley en Californie. Et si on en parle, c'est parce qu'il a été le premier à mettre en
question la théorie qui place le VIH à l'origine du sida dans un article scientifique, et ça dès 1987. Oui, on est encore dans cette période où ça flotte un petit peu. Le virus a été isolé en 84-85 et à cette époque, on ne sait pas encore vraiment comment il se développe, d'où il vient, où il va. En tout cas, les thèses de Duesberg lui valent une grande attention, même dans les masses médias. Oui, il en a profité à ce moment-là pour fonder un groupe, Rethinking AIDS, Repenser le sida, dont le but, c'est de combattre ce qui est pour lui la pensée unique dans le domaine du sida. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que la recherche s'est limitée exclusivement à une seule hypothèse, c'est-à-dire le rôle du rétrovirus VIH. Oui, pour Duesberg, l'adhésion dogmatique obstinée de toute la communauté universitaire à cette hypothèse masquerait une autre vérité. Selon lui, en effet, c'est le médicament que l'on donne aux patients atteints du sida qui est à l'origine même de la maladie. C'est le médicament qui cause la destruction du système immunitaire et la mort. Alors là, il y a un glissement. Ce médicament, donc, c'est l'AZT, et il est considéré par Rethinking AIDS, l'association de Duesberg, comme le médicament le plus toxique jamais fabriqué et vendu. Vous prenez des drogues qui affaiblissent votre système immunitaire, ce qui vous rend vulnérable aux infections. Tout comme l'AZT, d'ailleurs. Non, l'AZT aide les gens comme moi. L'AZT ne fait qu'aider les gens qui en vendent. Il tue toutes les cellules avec qui il entre en contact. L'histoire de l'AZT est quand même très étonnante parce que, au départ, ce composé chimique, il a d'abord été développé comme un agent de chimiothérapie contre le cancer, et ça dans les années 60. Comme le cancer, l'effet de cellules malignes qui n'arrêtent pas de croître, de se multiplier, l'AZT, il était prévu pour bloquer leur prolifération et les détruire. On fait une expérience avec des souris cancéreuses. Et là, la dangerosité du médicament ne fait aucun doute. Mais oui, l'AZT, il est tellement puissant qu'il détruit les cellules malignes, certes, mais aussi les cellules saines, entraînant la mort systématique des souris. La toxicité du produit ne fait aucun doute, et pour cette raison, à cette époque, l'AZT n'est jamais testé auprès de cobayes humains. Le médicament est alors tout simplement abandonné. L'AZT est trop dangereux. Et pourtant, 20 ans plus tard, la compagnie pharmaceutique Burroughs & Wellcome, maintenant Glasgow Wellcome, cette compagnie réussit finalement à obtenir l'approbation de l'AZT, cette fois-ci pour traiter le sida. Surprenant retour de l'AZT, à noter que l'étude menée par les autorités sanitaires qui ont conduit à cette approbation a été extrêmement brève, puisqu'elle n'a duré que 4 mois. Pour Duesberg, on a arrêté cette étude avant que l'on obtienne le moindre renseignement sur les effets à long terme du médicament. Oui, et c'est l'important, puisque dès le départ, il a été décidé que le traitement à l'AZT devait être pris à vie. Ouais, alors pourquoi administrer un médicament aux effets secondaires aussi dévastateurs ? Selon certains, c'est bien par appât du gain. Oui, c'est des multinationales, les agences de l'État qui sont sur le banc des accusés. Il y aurait une collusion d'intérêts entre les spécialistes du sida, le service de santé publique des États-Unis, les plus prestigieuses institutions médicales du pays et les laboratoires pharmaceutiques. C'est ce qu'on peut voir dans le film Dallas Buyers Club. Vous ne trouvez pas que c'est un peu absurde d'entendre ces hommes parler de guérison tout en exhibant leurs grosses Rolex en or ? Que savent-ils sur le traitement des malades ? Ce sont des vendeurs pharmaceutiques, pas des médecins, et que ça vous plaise ou non, c'est une puissante industrie. Il faut bien comprendre qu'en 87, l'AZT est commercialisé aux États-Unis au prix exorbitant de $10 000 par année de traitement. Il y en a qui disent que c'est un lobby aussi puissant que celui du tabac. On peut même parler d'une véritable mafia qui dirige la lutte contre le sida, enfin en tout cas si on se place du point de vue des dissidents. On est obligé de reconnaître que le sida est en train de devenir une industrie multimilliardaire, un lobby basé uniquement à cette époque sur un produit, l'AZT. Tous parano. Alors l'AZT, c'est le seul traitement, mais ça va pas durer, puisqu'une étude franco-britannique nommée Concorde va achever de démontrer la toxicité de ce médicament. Effectivement, cette étude, qui a été réalisée sur une période de 3 ans, elle, comparait tout simplement l'évolution de l'état de santé de personnes ayant nouvellement contracté le sida, selon qu'elles aient bénéficié d'un traitement à l'AZT ou non. Et en 93, les premiers résultats livrés par l'étude surprennent une grande part de la communauté scientifique. Mais pas les dissidents. Eh oui, l'efficacité de l'AZT est clairement mise en doute. Pire, chez certains patients, le médicament aurait même tendance à accélérer l'écroulement des défenses immunitaires. En tout cas, c'est l'heure de gloire des négationnistes. Mais là, pas pour longtemps non plus. Oui, parce que la monothérapie, finalement, c'est-à-dire l'unique traitement par AZT, finalement, c'est abandonné, c'est délaissé, remplacé par ce qu'on appelle la trithérapie,
maladie, un cocktail de 3 médicaments, alors certes de l'AZT, mais à faible dosage. Oui, et puis surtout que les premiers résultats de cette nouvelle forme de traitement sont plutôt bons. La trithérapie est plus efficace pour ralentir la maladie chez la plupart des patients séropositifs, et même ça limiterait sa transmission. Et oui, une avancée médicale qui a pour effet mécanique celui d'affaiblir la théorie selon laquelle l'AZT est la véritable cause de la maladie. Puisque tout va mieux, on peut pas dire que tout va bien, en tout cas les négationnistes qui dissuadent les gens d'utiliser ce nouveau traitement sont alors perçus comme une menace pour la santé publique. Ils deviennent des criminels alors qu'on pouvait encore les considérer quelques années avant comme des lanceurs d'alerte. Malgré cela, les dissidents vont continuer de se faire entendre en dehors des cercles d'activistes et de scientifiques pour toucher un nouveau public. Là. Oui, un public plus large, notamment grâce à une simple citoyenne vivant à Los Angeles qui va devenir l'icône auprès des mères de famille et de l'Amérique traditionnelle de la cause anti-sida, Kristen Major. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Major, c'est la fondatrice de l'association Alive and Well. Survivante et en bonne santé, je ne sais pas. Vivant et en bonne santé, ouais. En tout cas, c'est devenu petit à petit le plus important groupe négationniste issu de la société civile. C'est pour ça qu'on vous parle de Christine Major. Son histoire est intéressante et à plusieurs titres édifiante. Alors tout commence en 92 quand elle effectue un test du sida sur elle-même, sur les conseils de son médecin de famille. Et là, elle est diagnostiquée séropositive. Oui, elle décide de ne jamais prendre de traitement. Radical. En 2000, elle publie un livre sur son expérience. Oui, ce livre, ça s'appelle « Et si tout ce que vous pensiez sur le sida était faux ?» C'est un livre qui est d'autant plus remarqué qu'elle a eu 2 enfants entre-temps, depuis l'annonce de sa séropositivité. Et ces 2 enfants en question, un garçon et une fille, Charles et Elisa Jane, n'ont jamais été testés pour le VIH. Elle refuse de les tester, et bien évidemment. Et donc, Christine Major est reçue sur les plateaux de télé. Elle explique son histoire, la vie de ses enfants, sa vie. Elle refuse tout traitement médical parce que c'est le traitement qui provoque la mort. Et la réalité revient au galop. Ah ouais. Retour du réel, sa petite fille meurt déjà en septembre 2005. Alors, selon les médecins, d'une pneumonie associée au VIH. Pour la mère, c'est une allergie à un antibiotique que sa petite fille aurait pris. Une partie de l'Amérique est véritablement choquée par cette histoire. Il considère Christine Major comme une victime. Et celle-ci va justement continuer à prêcher son message à d'autres mères séropositives. Elle va même jusqu'à trouver des soutiens assez inattendus. Tu veux sans doute parler du groupe les Foo Fighters. Que tu as adulé en ton temps. Et qui liste sur son site web l'association Alive and Well comme une cause pour laquelle il s'est engagé. Il n'en demeure pas moins que sur le rapport d'autopsie d'Elisa Jane, il est bien mentionné qu'elle est séropositive. Elle était morte, souvenez-vous, d'une pneumonie associée au VIH pour les médecins. Oui, et sa mère, Christine Major, ne l'accepte pas. Elle décide d'attaquer en justice le comté de Los Angeles en invoquant la violation des droits civiques de sa fille. Pour une autopsie qu'elle n'aurait pas désirée. Donc ça prend des proportions incroyables. On est en 2007 et finalement, ça ne dure qu'un an. Pourquoi ? Parce qu'elle meurt elle-même, Christine Major, d'une pneumonie associée également au sida comme sa fille. Ça n'empêche pourtant pas les thèses négationnistes de continuer leur progression. Oui, là c'était une histoire archétypale avec Christine Major, mais pour toutes ces thèses négationnistes, ce qui est en leur faveur, c'est qu'à ce jour, aucun médicament qui détruit totalement le virus et fait disparaître la maladie n'a été trouvé. Aucun vaccin n'a été mis au point. Oui, cette incapacité à régler définitivement le problème sur un plan médical, oui, ça contribue à renforcer le sentiment qu'on ne nous dit pas toute la vérité. Surtout que des sommes en jeu sont colossales, les laboratoires pharmaceutiques engrangent des bénéfices faramineux, la recherche sur le sida bénéficie également d'investissements financiers de plus en plus importants. Et d'ailleurs, malgré cette histoire terrible qu'on vient de raconter, et en dépit de l'amélioration du traitement du sida, les dissidents, s'ils restent actifs, est-ce que ce n'est pas aussi parce que de nombreux scientifiques réputés qui ont rejoint leur rang n'ont finalement jamais été mis au banc de la communauté scientifique. Oui, ceux dont on vous a parlé d'ailleurs, qui occupent des chaires et qui continuent d'exercer au sein de prestigieuses universités. Peter Duesberg, toujours professeur à Berkeley, université considérée pourtant comme relativement élitiste. Et progressiste et très politiquement correcte, alors ça ne cesse de nous étonner. Tous parano, tous parano, tous. Gaël, il y a une 3e théorie du complot sur le sida. Cette 3e théorie est la suivante.
Le virus serait le fruit d'un accident industriel. Un acte qui est là involontaire, mais dont les conséquences ont été si dramatiques qu'on a préféré cacher la vérité. Déjà, il faut bien se dire qu'on part bien du même point que dans la version officielle du sida. Le virus vient du singe ? Oui, selon la version officielle, des singes étaient souvent capturés en tant que gibier, voire même pour servir d'animal de compagnie, et le sang contaminé aurait pu se mêler au sang humain lors de morsures, de blessures, durant le dépeçage des animaux. Alors les tenants de la troisième théorie estiment que le franchissement de la barrière des espèces est relativement rare et qu'en plus le virus meurt souvent lors de ce passage. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, l'homme a vécu près du singe. Des milliers d'années. Il paraît étrange que le virus n'ait atteint l'homme finalement qu'au XXe siècle. Alors on va associer cette troisième théorie du complot ici à un homme, Hilary Koprowski. Un virologue américain d'origine polonaise qui serait à l'origine du virus. Oui, c'est lui qui l'aurait créé. Et il aurait là bénéficié de nombreux soutiens au sein de la communauté scientifique. Eh bien oui, celle-ci l'aurait protégé. Ça expliquerait que vous n'en avez pas entendu parler. Mais peut-être que vous avez lu le magazine Rolling Stone en 1992. Si c'est le cas, vous en avez entendu parler. Avec cet article de Tom Curtis qui, à mon avis, vous avez sauté à l'œil. Dans cet article, le virus serait passé du singe à l'homme à cause d'une campagne de vaccination anti-polio pratiquée entre 55 et 60 en République démocratique du Congo. Alors comment une campagne de vaccination anti-polio peut amener le virus du singe ? Explication. Tom Curtis, il étudie les campagnes de vaccination qui auraient été menées par Hilary Koprowski, qui aurait vacciné au moins 1 million d'Africains à cette époque. Lui et son équipe, on imagine. Lui et son équipe, effectivement. Pourquoi ? C'est aussi parce qu'il est engagé dans une course un peu folle avec un autre chercheur pour trouver le vaccin anti-polio. Donc il faut du vaccin. Il en faut beaucoup. C'est là où on a la théorie de l'accident industriel. Oui, il aurait voulu aller plus vite, peut-être que son concurrent, en tout cas plus vite que ce qu'il n'aurait fallu. Il est accusé d'avoir utilisé des reins de chimpanzé pour fabriquer le vaccin, au mépris de toute considération sanitaire. Et c'est pendant ce processus de fabrication que le vaccin serait devenu un virus. Cette thèse a été reprise par un ancien correspondant de la BBC. Un autre journaliste donc. Un journaliste qui va avoir beaucoup d'importance, qui s'appelle Edward Hooper, qui a mené véritablement un travail de longue haleine, travail qui a abouti à la publication de son ouvrage célèbre. La rivière, un voyage aux sources du sida et du HIV. La rivière, certainement la rivière Congo. Un ouvrage qui a donné lieu à un documentaire connu en France sous le titre « Les origines du sida ». Et ça ne cesse de nous frapper quand on voit la liste des chaînes de télévision de réputation sérieuse qui ont coproduit ce film. Là, on n'est pas dans la complosphère, on est dans les médias de masse. Oui, médias nationaux même, puisqu'il y a France 2, TV5 Monde, RTBF, Radio-Canada. C'est vrai que lorsque on lit le livre d'Edward Hooper et que on observe les cartes qui sont à l'intérieur, il y a une proximité vraiment troublante entre la localisation des premiers cas de sida, donc en Afrique, et les zones de vaccination de Koprowski. En fait, la superposition des zones est quasi parfaite. Et alors, il apporte aussi des témoignages, Edward Hooper, de Congolais, qui affirment qu'en plus, il existait un parc où étaient accueillis près de 600 chimpanzés à la fin des années 50. Donc, évidemment, non loin du lieu où Hilary Koprowski fabriquait ses vaccins. Et Hilary Koprowski en aurait donc profité et utilisé ces chimpanzés qu'il avait sous la main, sur lesquels il aurait prélevé des organes pour fabriquer de grandes quantités de son vaccin. Autant le dire, la communauté scientifique, elle, a toujours réfuté cette théorie qui est finalement une théorie de journalistes d'investigation. Et d'ailleurs, c'est ça, Edward Hooper n'a pas de preuves scientifiques, selon eux. Il n'a pas la rigueur scientifique, c'est ce qu'on lui reproche un petit peu. Et puis, il y a un échantillon d'origine du vaccin qui a quand même été analysé au début des années 2000. Oui, preuve scientifique, là. En tout cas, aucune trace de virus n'a été retrouvée. Ça a mis à mal, malgré tout, cette théorie, au moins dans des cercles initiés. C'est ainsi qu'on retrouve dans la revue scientifique Nature, la revue britannique, un article à charge contre le travail d'Edward Hooper. Ça
vise finalement à protéger Hilary Koprowski, qui n'a jamais été plus proche de l'œil du cyclone. On parle quand même de quelqu'un, par exemple, qui est détenteur de la Légion d'honneur en France. Quelqu'un qui restait un homme influent, incontestablement dans la communauté scientifique, et ce jusqu'à son décès en 2013. Alors, les théories de Edward Hooper interpellent, mais c'est vrai que si cette troisième théorie est singulière, c'est par son réalisme. Il est indéniable que des laboratoires ont créé et manipulent des virus mortels ou encore des bactéries qu'il ne vaut mieux pas respirer. Ça, on l'imagine bien. Il est aussi facile de penser que si le sida est apparu dans des zones reculées d'Afrique il y a bientôt un siècle, eh bien, les dispositions sanitaires n'étaient pas à la hauteur pour limiter une propagation. Oui, les campagnes de vaccination réalisées par des humanitaires occidentaux ont certainement empiré la situation. Ils étaient heureux, sans doute, de faire profiter des populations reculées de leur vaccin contre la polio ou d'ailleurs la variole. Alors, ils ont enchaîné les injections et ils n'ont sans doute pas stérilisé les aiguilles comme on le ferait aujourd'hui. Enfin, les notions d'asepsie n'était pas du tout la même. Oui, est-ce que le sida pourrait venir finalement d'un tel manque de précaution ? Quoi, nous rend tous parano. Comme on l'a vu, le sida, c'est une tragédie mondiale, sujet à de multiples interprétations. Le complot raffole du vide, des secrets scientifiques d'État, des histoires aux zones d'ombre et des colossales sommes d'argent. Avec le sida, tous les ingrédients sont là, surtout que tout part de controverses qui sont liées à cette découverte à la fois tardive, à son origine incertaine. Et puis ce qui est significatif dans les théories multiples concernant le sida, c'est qu'elles se manifestent comme des complots envers des minorités bien définies. Ça, c'est pour la première théorie. Pour la deuxième, on a vu aussi qu'elle visait l'industrie pharmaceutique, les services sanitaires qui, devant l'urgence de la propagation du virus, ont pris des risques. Le principe de précaution était loin d'avoir été la règle. En témoigne en France le scandale du sang contaminé, où des milliers de malades ont été transfusés avec du sang contenant le virus dans les services hospitaliers. Et puis ce que nous avons non pas appris, mais qui nous est difficile de nier à la fin de cet épisode de Tous Parano, c'est que cette maladie du sida révèle de manière spectaculaire les inégalités sociales et culturelles au sein d'un même pays et aussi à l'échelle du monde globalisé. Oui, là, ça témoigne des disparités d'accès aux soins, d'éducation à la santé. Spécialement pour ce qui concerne l'Afrique, les chiffres sont criants. Encore 2 exemples. En 2016, 47% des personnes vivant avec le VIH dans le monde n'ont pas reçu de traitement antirétroviral. Presque 1 sur 2. En Afrique, une capsule de Diflucan, donc ça c'est un médicament utilisé pour lutter contre la maladie, coûte $15. La même capsule de Diflucan est vendue 25 cents aux Thaïlandais. En tout cas, les théories du complot autour du sida, c'est ce qui a tracé la voie finalement à toutes les théories qui accompagnent désormais l'apparition de chaque nouvelle épidémie. Oui, c'est presque devenu un réflexe. Si une nouvelle maladie apparaît, elle est associée, comme le sida dans les années 80, aux mêmes suspicions. Et ça marche, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la faiblesse de notre esprit. Bah oui, rien n'est plus angoissant et vertigineux qu'un mal qui arrive sans raison. Notre psychisme a besoin de sens et il nous pousse et nous poussera toujours à chercher à qui profite le crime. De quoi nous rendre une nouvelle fois tous parano. Alors on se retrouve très vite avec un prochain épisode. Ça c'est une manipulation et manipulation. De toute façon on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre et explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire ou simplement curieux de savoir, vous êtes là où il faut. C'est Tous Parano. Et comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi, écouté, mais peut-être pas assez. Alors abonnez-vous au podcast et likez, partagez, bref, conspirez pour faire de Tous Parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Oui, enfin peut-être pas partout. Faut quand même faire attention, on n'est jamais assez parano. T'as raison, on nous écoute. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoute ? On écoute un monument oublié de la variété française. Artisan au service de la chanson française. Ouais, Sandbara, paix à son âme, avec le morceau « Il faut arrêter ça ».
Moi j'ai eu trop d'amis qui ont laissé leur vie. Moi j'ai eu trop d'amis disparus aujourd'hui. L'invisible soldat qu'on appelle Sida a volé leurs 20 ans et leur plus beau printemps. Et c'est à coups de griffes que ce monstre agressif a déchiré leur corps. Et il tuera encore ce mystérieux vautour, ce malade d'amour que rend inoffensif un préservatif. Ennemi de l'amour, montre-toi au grand jour, sors des endroits intimes, ne fais plus de victimes, que ce jour sera beau, quand d'un lointain labo, quelques savants chercheurs mettront fin à nos peurs. Moi j'ai eu trop d'amis qui ont laissé leur vie. Moi j'ai eu trop d'amis disparus aujourd'hui. L'invisible soldat qu'on appelle Sida a volé leurs 20 ans, pris leur plus beau printemps. Et c'est à coups de griffes que ce monstre agressif a déchiré leur corps. Et il tuera encore ce malade d'amour, ce mystérieux vautour que rend inoffensif un préservatif. C'est quoi ce bordel là? Coupez-moi ça!